Eh bien, à mon arrivée à Reinhardstein, je ne soupçonnais absolument pas de ce qui m'attendait. Après avoir pendant 40 ans enseigné l'histoire diplomatique et prétendre à mes étudiants que Metternich était tout autre chose que ce que les Français nous avaient enseigné, il m'est arrivé la chose la plus extraordinaire, c'est de tomber sur les ruines de la plus ancienne possession de la famille Metternich. Or, cette possession se réduisait à quoi? À un dépôt d'immondices où depuis 150 ans, les gens venaient déverser tout leur détritus. Clément de Fossat, ce 30 octobre 2014, une messe de souvenir sera célébrée à la mémoire du professeur Overloop à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. Pourquoi cette messe de souvenir? Je dirais, comme l'a écrit un de mes amis et qui a promis sa présence à cet office, le souvenir est un devoir. Il faut se souvenir de tout ce qu'a réalisé cet homme, parti de rien, dans des ruines, et voir ce qu'il y a maintenant. C'est un fameux chemin parcouru. La devise du professeur était « Telle est l'aventure ». C'est vrai, c'était une devise de famille qu'il a retrouvée dans les vieux livres et qui s'apparente très bien à ce qui a été réalisé ici. Ça a été une fameuse aventure de reconstruire de toutes pièces ce château du Moyen-Âge. M. Overloop n'a jamais été propriétaire à titre personnel des ruines de Reinhardstein. Il a directement, quand il a pris possession des lieux, créé une association avec celui qui est devenu son ami, Joseph Blesgen, ancien bourgmestre de Robertville, qui est resté d'ailleurs président de l'association créée pendant un quart de siècle. Avec l'appui de quelques personnalités de la région, il a créé cette association et c'est sous cette forme-là que les choses se sont réalisées. Voilà, Clément de Fossat, maintenant vous, comment avez-vous atterri ici dans ce bourg entre la Warche et la Eiffel? Un peu par hasard, si le hasard existe. On peut se poser la question. J'étais en promenade avec mes parents et mes deux frères dans les ruines de Reinhardstein, dans un lieu Robertville, dans un village Robertville où avaient vécu nos ancêtres. Nous avons donc fait une promenade, un retour aux sources. Et c'est là que nous avons rencontré M. Overloop, qui n'avait pas encore réalisé le moindre travail sur les lieux et qui cherchait une possibilité de commencer les travaux. Lorsqu'on s'est quitté, il m'a dit je cherche un jeune qui pourrait m'aider dans la reconstruction de Reinhardstein. Et je lui ai répondu 24 heures plus tard que ce jeune, ce serait moi. C'est donc comme ça que j'ai commencé à m'impliquer dans ce travail de reconstruction du château. Et c'était en quelle année, cette rencontre? C'était en 1966. Quelles étaient vos fonctions lors de l'engagement, si on peut dire, avec M. Overloop? Eh bien, M. Overloop, très vite, m'a proposé de devenir administrateur de l'association qu'il avait créée. Et comme administrateur, j'ai fonctionné pendant de longues années comme secrétaire. Dans tout ce que vous avez personnellement réalisé ou apporté au château, quel est pour vous votre plus grand coup de cœur de votre œuvre? Ce qui me reste surtout en mémoire, bien sûr c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout un travail que M. Overloop, après tant d'efforts, ne voulait pas réaliser. C'était la reconstruction comme finale de la partie principale du château, la tour Salamandre, cette tour qui se trouve à la pointe sud de l'éperon rocheux. C'est moi qui ai insisté et qui ai obtenu finalement qu'on s'engage dans ce travail. Quand vous êtes arrivé ici, le château a été détruit. Où logiez-vous pendant la reconstruction? Il restait un bâtiment qui n'a jamais été détruit, c'est la tour Saint-Hubert. Donc en arrivant au château, c'est la tour que l'on trouve sur la gauche en première position. Ce bâtiment est un bâtiment d'origine qui a été légèrement modifié au cours des âges et c'est un bâtiment qui était encore relativement habitable
façon de parler, parce que la vie était quand même très précaire. Il n'y avait ni eau potable, il y avait une très faible électricité, et quant au téléphone, eh bien, il fallait tourner la manivelle pour arriver chez le correspondant. Oui, comment avons-nous réussi? Eh bien, je dirais, parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. On n'était pas conscient au départ des difficultés qui pouvaient se présenter dans une telle œuvre. Si le professeur était considéré comme un idéaliste, vous étiez le pragmatique qui parvenait peut-être à lui faire raisonner et à changer d'avis quand il fallait? Je crois qu'il fallait, c'était une équipe. Les difficultés, elles ont été innombrables au cours des travaux. À certains moments, d'ailleurs, le découragement pouvait nous guetter. Mais enfin, on s'est toujours repris et on a toujours persévéré. 50 ans de travaux, on arrive l'année prochaine, 2015, où on va fêter le 50e anniversaire que moi j'ai appelé l'ère Overlope de Fossa. Quel regard portez-vous sur cette superbe réalisation qui fait l'admiration de tous ceux qui franchissent le Châtelet? C'est évidemment encourageant et flatteur de pouvoir se dire que les gens sont admiratifs de l'œuvre entreprise. N'oublions pas que M. Overlope ne s'est pas contenté de reconstruire le château, il a aussi meublé ce château, ce que je n'ai pas encore eu l'occasion de dire. Donc c'est un ensemble qui vit et qui attire les touristes. Combien de temps a-t-il duré la reconstitution du bourg botanique? L'essentiel a été construit très rapidement, entre 1969 et 1973. Ça comprenait le corps de logis, la tour de la chapelle et le donjon. Ensuite, on a réalisé d'autres choses, on a mis en route toute l'activité touristique, on a organisé des concerts, et puis on s'est remis à bâtir avec la tour Salamandre en 1980, et qui n'a été achevée qu'en 1985. Donc on l'a faite en 3 phases, avec des arrêts. Plus tard, fin des années 80, on a encore consacré 2 ans à la reconstruction de la maison du bailli. On a réalisé plus tard, en 88 et 89, 90, un bâtiment important qu'on appelle la maison du bailli. Et là, vous étiez à l'œuvre sur la toiture. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette réalisation-là? Oh, ben c'est l'originalité du travail, d'une belle charpente à faire déjà. Et puis le prestige de travailler sur un bâtiment comme ça aussi. Voilà. Alors c'était des ardoises qui venaient d'où? C'était des ardoises de récupération et on s'était occupé du triage et du retaillage. Oui, vous avez dû faire le retaillage. C'est ça, tout ça. C'est ça, oui. C'était un beau travail aussi. Ça. Oui, toutes les ardoises étaient étendues dans la cour. Dans le fond, on faisait des lignes suivant les grandeurs et les épaisseurs. Mais souvenirs sont bons, vous n'avez pas travaillé avec des échafaudages? Non, jamais. Jamais, hein. C'est plutôt avec des échelles. Des échelles et des harnais. Des sécurisations oui. sur les toitures. Oui, à la corde et voilà. Et on voit les bois, il y avait des bois qui sortaient de la maçonnerie. Des gîtes, hein? Oui, c'était un genre de gîte, oui. Oh, les arbalétriers ne se sont pas arrêtés au sommet de la maçonnerie. Il y en avait une partie, en tout cas, qui descendait plus bas. Oui, mais qui venait sur l'extérieur. Et qui venait alors sur le plancher de l'étage supérieur, n'importe comment. Oui, les planches se mettaient sur la hauteur en biais. Là, oui, comment est-ce qu'on appelle ça? Des voliges. Des voliges, oui, les voliges, hein, oui. Vous les aviez mis en biais pour qu'ils prennent bien la cour. La cour, oui. C'est ça. Pour vous, ce genre de toit, c'était un défi ou c'était un travail de routine? C'était plutôt un défi, oui. Parce que c'est pas habituel. Non, ce n'est pas... Il y en avait un qui était monté à la fin du chantier sur le sommet. C'était pour mettre le bouquet, je ne sais pas. Oui. C'était spectaculaire. C'était pas vous? C'était moi. C'était vous? Oui. On était sur le toit et la scie est tombée dans le ravin, là, du côté de la Ouate. Du côté ouest. Du côté ouest, et il y a un ouvrier, Patrick Evrard, qui est allé la chercher, et il a mis 1 heure, le temps de descendre le ravin et retrouver la scie et remonter. Vous voyez ici le surplomb. Oui. Ce sont des pierres qui font toute l'épaisseur de cette partie-là Oui. et qui ressortent encore de 20 cm. Ah, oui. Eh bien, Jean Leroy les prenait d'un seul coup et les plaçait. Et le mettait dessus. Mais Jean Leroy était un maçon extraordinaire parce que
quand il prenait une pierre, elle était déjà placée. Ah, il savait où elle allait. Oui. Il savait pourquoi il prenait celle-là. Il est élégant, hein, c'est quand même le plus beau, Oui. le plus beau toit de tous, le plus original, on va dire, Oui. hein, de tous les toits. Voilà, René Foggen, vous êtes entrepreneur et surtout maçon. À l'appel de notre ancien président José Lilien, le château vous a confié à plusieurs reprises des travaux de restauration et de parachèvement. Était-ce une tâche facile ou au contraire des défis difficiles à relever? Ce n'est pas très difficile, mais il y a quand même des problèmes de sécurité. Hein. Oui. C'était des travaux quand même assez dangereux, assez périlleux. Enfin, surtout en ce qui concerne les boulements de la façade. Oui. Ça c'est assez dangereux, mais un escalier, ça c'est tout à fait classique. Ça, hein. Oui, pour l'échafaudage, pour le travail de l'éboulement de la façade qui était quand même assez important. Je crois que c'est un ouvrier qui avait été travaillé avec un levier pour une pierre qui dépassait et tout s'est écroulé à ce moment-là. Ah oui. C'est ça. Et alors les ouvriers là-bas, un peu comme au Moyen-Âge, ils ont établi un échafaudage avec des perches, des rondins en bois, des rondins en sapin, coupés dans les environs, dans les bois, et ils étaient assemblés par un cordage, et c'est ça qui nous servait d'échafaudage. On montait les marchandises avec ce qu'on appelle une roue de vélo. Donc c'est une roue avec un axe, une roue de bicyclette, avec un axe, un fer en nu qui supporte la roue, accroché avec un crochet dans la partie supérieure, et le pneu et la chambre à air n'existent plus, ils sont remplacés par une corde. Alors on tire et on attache un colis, un seau de mortier, ou bien alors une grande manne avec des moellons, et on montait ça, comme au Moyen-Âge, on appelle ça la roue de vélo. Hein. On vous demandait de reconstruire encore une tour, est-ce que vous seriez partant? Ah oui. Oui. Ah oui. Oh, c'est encourageant Oui. ça. Tant que le bon Dieu me prête vie, Oui. et que en bonne santé. Oui. Merci M. Foggen pour ce témoignage de vécu, en souhaitant que Rhenachstein se développe dans le futur avec des hommes comme vous. Ah oui. Je ne suis pas unique, hein. Il y en a Non, d'autres. enfin. Et l'union fait la force. Oui, oui, bien sûr. Oui. Jean-Louis Honnet, vous êtes menuisier à Solwastère depuis un bon moment. Votre enseigne nous apprend que vous êtes avant tout, et par choix, un artisan menuisier. Vous avez souvent travaillé pour le château. Qu'est-ce qui vous a attaché principalement à ce lieu pour y revenir si souvent lorsqu'on vous le demandait? Mais écoutez, quand vous descendez le chemin et que vous arrivez en vue du château, que vous voyez l'environnement, que vous voyez les bâtiments, que vous voyez l'histoire qui s'est déroulée dans ces lieux, eh bien, c'est un réel honneur de pouvoir y travailler. Quelle fut pour vous la réalisation la plus difficile que vous avez exécutée ici au château? Mais je ne dirais pas la plus difficile, mais je dirais plutôt la plus astucieuse, parce qu'à un certain moment, il a fallu reconstruire un escalier dans la tour Salamandre qui est circulaire. Je m'en rappelle. Donc il aurait fallu installer un escalier hélicoïdal qui coûte évidemment fort cher au point de vue fabrication, au point de vue main-d'œuvre. Alors j'ai solutionné le problème en faisant des segments droits, ajustés les uns derrière les autres, qui suivaient approximativement la courbe intérieure de la tour Salamandre. Ainsi le budget qui est toujours un peu serré, quoi, parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, j'ai pu réaliser quelque chose relativement bon marché. Les travaux au château vous manquent-ils aujourd'hui? Bien sûr, hein, j'attends toujours qu'on fasse appel à moi pour un travail ou l'autre.
Olivier, vous êtes écrivain. D'aucuns vous présentent comme le chantre de l'Ardenne, et surtout de la forêt d'Ardenne. Qu'est-ce qui vous a amené à aimer ce lieu, Reinhardstein? Son histoire, sa déjà légendaire reconstitution? Je pense dans un premier temps son isolement. Je pense que pour moi en tout cas le fait de voir ce château dans cette vallée au milieu des forêts, c'est, je dirais, ce qui m'a le plus sensibilisé dans un premier temps. Évidemment, il y a la reconstruction. Bon, si le professeur Overloop qui a reconstruit ce château n'avait pas été là, ben, on n'aurait affaire qu'à des petites ruines. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un château reconstitué, recréé même, parce que ce que j'aime dans l'œuvre du professeur Overloop, c'est que non seulement il a reconstruit un bâtiment, reconstruit ce château, ce que je dirais à la limite tout entrepreneur pourrait faire, mais en plus il y avait une âme. Et ça, je crois qu'il n'y a que lui qui pouvait le faire ici à Reinhardstein. Il a remis cette âme, la sienne, avec aussi ce choix d'objets qui sont ici alentour de nous et qui lui ressemblent. Je sais que vous avez connu ce château très jeune, vous étiez adolescent. La première fois que vous êtes venu, le château venait d'être reconstruit. Quelles impressions gardez-vous de cette première visite? Quand j'ai vu le château ici, ça a été la révélation. En plus, nous avons été chaleureusement reçus par le professeur qui nous a emmenés, nous a d'abord fait la visite ici du château, puis ensuite nous a emmenés au restaurant. Je dois dire que c'est une pierre blanche dans mon existence, c'est évident. Voilà. Que souhaitez-vous à Reinhardstein pour l'avenir? Garder l'esprit du professeur, Overloop, ça va de soi. Je ne voudrais en aucun cas que ce château, comment dire, en changeant éventuellement de main, ne devienne un lieu touristique comme on en rencontre beaucoup aujourd'hui. Ce qui fait la valeur de Reinhardstein, c'est son identité, c'est son particularisme, je dirais. C'est un château unique. Certaines portes de la maison du bailli, ici en contrebas du château, proviennent d'une démolition qui a eu lieu à Trèves, le casino de Trèves. On pouvait se servir comme on voulait, il fallait que ça parte rapidement. Je suis arrivé au bon moment, j'ai emporté quantité de mobilier du bâtiment sur le toit de ma Volkswagen. Période héroïque. Période héroïque. J'ai une anecdote. Ah. Oui. Certains visiteurs, sachant que j'habite sur les lieux, me posent la question, y a-t-il un fantôme ici? Alors je peux leur répondre les vers de Victor Hugo. 1000 êtres inconnus t'entourent dans tes murs. Tu vas, tu viens, tu vis, sous leurs regards obscurs. Eh bien moi j'ajouterai quelque chose. C'est que quand j'ai vu le professeur sur son lit d'hôpital à la clinique de Malmedy, je me souviens très bien qu'il m'a dit qu'il reviendrait ici à Reinhardstein en fantôme. Ah, c'est encourageant pour l'avenir. Oui, oui, de toute façon, il est présent. Et ça avait l'air d'ailleurs de lui plaire. Oui. Je le comprends, j'aimerais bien aussi. Hein. Oui, oui, il est présent dans nos murs, par tout ce qu'il a fait ici. Et puis, n'oublions pas qu'il est inhumé dans la crypte du château, l'ancienne salle d'armes. Tout à fait. Je pense que l'esprit du professeur, ben, il est toujours ici. Il est au-dessus de nous, il plane. Oui, oui. Il n'y a rien à faire. On pense toujours à lui, on l'évoque toujours. De même qu'il était lui-même convaincu qu'ayant redressé le château, les fantômes des âmes passées étaient présents. Toutes les générations qui s'y sont succédées, ben, ça marque la pierre quelque part. La pierre pouvait parler. Ben, elle parle à certains. Pas à tout le monde. À moi, oui. Il y en a deux d'ailleurs, il y en a deux. Un qui partirait là de la tour, et l'autre qui est en face dans la Warche. À un certain moment, vous nous avez montré une entrée qui était fermée. Ah oui, ouais. Qui était fermée par une grosse pierre qui a été bloquée, pierre qui a été bloquée par les racines d'un arbre.
Et c'est pour ça qu'on n'a jamais fait le sondage de ce souterrain. Pour de Metternich, y a-t-il une relève qui serait le garant de cet héritage exceptionnel? En tout cas, la relève ne sera pas familiale. Ce château n'est pas organisé de cette manière-là. Le château survivra grâce à des gens qui, eux aussi, ont la flamme, ont envie de faire quelque chose. Et je pense qu'actuellement, cette relève est en train de se mettre en place et est mise en place avec une organisation, un conseil d'administration de l'association qui est tout à fait valable. Ainsi, nous avons maintenant depuis quelque temps un nouveau président du conseil d'administration, M. Dominique Bulto, qui se dépense corps et âme pour la sauvegarde de ce bâtiment et la mise en valeur. Et il y en a d'autres à côté de lui qui le soutiennent dans cette œuvre. Clément de Fossin, quel message voudrez-vous laisser pour la postérité? Je dirais que ceux qui prennent la relève du château, demain et même aujourd'hui, aient toujours les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. Songez à la devise de Charles Quint, le plus grand empereur de tous les temps, comme je vous l'ai déjà dit. Plus ultra. C'est-à-dire que dans le temps, vous considérez l'existence comme étant une chose sérieuse, une chose où il fallait se surpasser, où il fallait essayer de réaliser quelque chose. Contrairement à ce qu'on vous enseigne maintenant, la facilité, le confort, je vous dis moi, non. Courage et réalisation de quelque chose de supérieur.